Le réchauffement climatique est également susceptible de ralentir fortement les courants océaniques allant de la surface vers les profondeurs, les courants thermohalins, voire de les supprimer. Comme ce sont des courants qui entraînent le carbone dissous de surface dans les profondeurs où se trouve le grand puits, l'océan de surface étant un petit puits, comme on le voit sur le graphique du haut de la page, l'océan intermédiaire et profond stocke 40 à 30 fois plus de carbone que l'océan de surface. On peut imaginer que sans la circulation thermohaline, l'océan devienne un puits marginal, qui finira en outre par recracher sous CO2 sous forme de la hausse de température au bout d'un certain temps. On voit donc qu'il existe un risque que les puits, pris dans leur ensemble, s'atténuent puis disparaissent. En pareil cas, le système s'emballerait, avec accumulation croissante auto-entretenue de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et personne ne sait à quel point le niveau d'élévation de la température cela nous conduirait lorsque le nouvel équilibre serait atteint. Est-ce que ce sera 10 degrés de plus, 20 degrés, 50 degrés, on n'en sait rien. Il existe maintenant de plus en plus de modèles coupant l'évolution du climat et l'évolution des puits de carbone. Ce qui suit représente deux résultats, l'un venant du centre de modélisation britannique Hadley Center, dont les modèles sont considérés comme étant parmi les plus avancés du monde, et l'autre part par l'un des grands centres français d'études du changement climatique, l'IPSL. Il est important de noter que la simulation présentée ci-dessous ne prend cependant pas en compte les risques liés au méthane. Voici la simulation du Hadley Center sur la variation du contenu en carbone des sols d'ici 2100 sous l'effet d'un changement climatique croissant. On voit clairement que les sols passeraient du stade de puits à source, la courbe violette commence à descendre vers 2050, et que la végétation suivait le même chemin peu de temps après. La courbe rouge plafonne puis descend, mais beaucoup moins vite. Le largage des sols vers l'atmosphère totaliserait environ 200 gigatonnes de carbone entre 2050 et 2100. Les émissions d'origine humaine suivent le schéma IS92A qui est un scénario business as usual et qui conduit à un doublement de la concentration atmosphérique en CO2 en 2100, de 350 à 750 ppmv, hors rétroaction naturelle. L'expérience de l'IPSL donne des résultats quasiment similaires. La variation du stock de carbone dans la végétation terrestre en 2100 par rapport à 1960 avec les mêmes hypothèses que ci-dessus concernant les émissions humaines. L'action humaine, déforestation, n'est pas prise en compte. Le stress hydrique prévu par ce modèle sur l'Amazonie explique le déstockage massif du carbone par les arbres qui s'y opèrent. Mais cette évolution régionale n'est pas confirmée par la simulation de l'IPSL. Ces deux courbes représentent respectivement la concentration de CO2 dans l'atmosphère si l'on suppose que la capacité d'absorption des écosystèmes terrestres reste intacte, courbe rouge, et cette même concentration si on prend en compte l'affaiblissement du puits continental, puis son passage comme source sous l'effet de la modification du climat, courbe rouge. Dans ce deuxième cas, la concentration de CO2 est de 30% plus élevée en 2100, 1000 ppmv au lieu de 750. Les émissions humaines suivent aussi le scénario IS92A. L'expérience IPSL donne des résultats quantitativement similaires. Les deux courbes maintenant représentent respectivement l'élévation de température moyenne si on suppose que la capacité d'absorption des écosystèmes terrestres reste intacte, courbe violet foncé, et cette même élévation si on prend en compte l'affaiblissement du puits continental puis son passage comme source sous l'effet de la modification du climat, courbe rouge. L'hypothèse pour les émissions andropiques est toujours la même, scénario IS92A du GIEC. On voit que la prise en compte des interactions entre climat et cycle du carbone induit un fort surplus de l'augmentation de la température, de 5 degrés en 2100. Hypothèque haute du GIEC, on passerait à 8, ce qui rend possible 15 ou 20 degrés d'augmentation de la température moyenne sur certaines zones continentales, et de 20 à 30 degrés au pôle. Là aussi, l'expérience de l'IPSL donne des résultats qualitativement similaires, quoique les élévations de température soient moins importantes, mais il n'en subsiste pas moins un écart conséquent selon que l'on prend en compte les effets du changement climatique sur le cycle du carbone ou pas. Cette crainte de voir les écosystèmes continentaux se transformer en puits de carbone a été renforcée par l'observation de deux évolutions en Europe. Une évaluation de la conséquence de la canicule de 2003 sur les échanges de CO2 cette année-là. L'écart de production primaire cette année entre l'année 2003 et une année normale en grammes de carbone par mètre carré, la production primaire nette correspond à une quantité de carbone que la photosynthèse retire à l'atmosphère, déduction faite de ce qui y retourne à cause de la respiration des plantes.
La normale correspond à la moyenne dès la période 1998-2002. Les valeurs sont issues d'un bilan simulé à partir d'un échantillonnage. Partout où il y a du rouge, cela signifie que la productivité a baissé, reflétant en cela le stress hydrique et thermique des végétaux. Et peut-être que l'été 2003 sera l'été normal en 2050. Une mesure contenue en carbone des sols sur une large partie de la Grande-Bretagne à 30 ans d'intervalle. Sur ce graphique, on voit l'évolution du contenu en carbone des sols de la Grande-Bretagne entre 1978 et 2003. En grammes de carbone gagnés ou perdus par kilo de carbone initialement présent et par an. Carte dressée à partir de 3000 points de mesure. Plus c'est foncé et plus le déstockage a été important. Seule la zone la plus claire ayant conservé ou gagné du carbone. Il est facile de constater que les sols ont globalement perdu du carbone sur la période, et l'ordre de grandeur de ce qu'ils ont perdu est comparable à ce que la végétation située sur la même zone a stocké. La question est donc posée de savoir à quelle distance sommes-nous d'un renversement des puits de carbone continentaux. Si ce renversement arrive, c'est une très très mauvaise nouvelle. Nous aurons mis en route une machine infernale dont il est difficile de dire où elle s'arrêtera. Nous avons près de nous un cas de figure extrême, montrant que l'effet de serre poussé à ses limites n'a justement pas beaucoup de limites. Vénus, notre proche voisine du système solaire, mérite bien son nom. C'est torride. En effet, cette planète a à peu près notre taille et un peu plus près du Soleil, il est vrai, 100 millions de kilomètres contre 150 millions de kilomètres pour la Terre, mais dispose d'une atmosphère essentiellement composée de gaz carbonique, qui est l'un des principaux gaz à effet de serre. Si nous déplacions la Terre sur l'orbite de Vénus, la température de notre planète passerait de 15 à 50 degrés environ. Or, il règne à la surface de Vénus une température de 420 degrés et une pression de 90 atmosphères, c'est-à-dire celle qui règne sous 900 mètres d'eau. L'essentiel de ce surcroît de la température et de pression par rapport à la Terre est dû au très fort effet de serre de Vénus, et non à une plus grande proximité du Soleil. Mercure, bien plus proche du Soleil, mais qui n'a pas d'atmosphère, n'a donc pas d'effet de serre, et donc à une température de surface qui n'est que de l'ordre de 170 degrés. Il n'est bien sûr pas question que la température de la Terre grimpe jusqu'à 400 degrés, par suite d'un changement climatique induit par l'homme, et heureusement. Il faudrait en effet pour cela que tout le calcaire de la Terre retourne dans l'atmosphère sous forme de CO2, et cela n'est pas prévu pour le moment. Mais il n'en reste pas moins que la température de Vénus illustre le fait que l'effet de serre peut être une cocotte minute très efficace, et qu'il faudrait se garder de trop monter le thermostat, de peur que des processus qui ne nous demanderaient plus rien se chargent d'accélérer la chose sans que nous ne puissions rien y faire.